suis très heureuse de vous retrouver ici. Donc, c'est un événement qu'on co-organise avec le mouvement Impact France. Je ne vous prends pas plus de 2-3 minutes. C'est juste pour présenter quel est notre rôle sur cet événement. Donc, que représente l'association FAIR aujourd'hui, qui est le collectif des acteurs qui vise à promouvoir l'investissement à impact social en France et dans le monde. Et dans le cadre d'un projet européen, on organise cet événement pour fédérer un petit peu l'écosystème Tech for Good. L'objectif en fait de ce projet européen qui dure sur 2 ans, c'est d'essayer de recréer des écosystèmes de l'innovation technologique au service des ODD, mais au niveau européen. Et donc la France est un des pionniers en la matière, et l'événement de ce soir le prouve. Donc, sans plus attendre, je passe tout de suite la parole à Caroline et bon échange. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Super. Merci. 28. Aujourd'hui, nous avons donc 28 licornes, puisque la 28e licorne vient d'être annoncée aujourd'hui. Il s'agit de United, qui est donc un service de crédit instantané en pleine période sur la sobriété. Donc, on voit effectivement que en ce moment, la réussite des entreprises, des startups, elles se mesurent toujours évidemment à leur valorisation et puis au montant de leur levée de fonds. Mais il n'empêche qu'on a tous constaté un gros coup de frein sur les investissements et un focus renforcé sur la rentabilité. Donc, on peut se demander si c'est un retournement sur la valeur peut-être plus réelle, plus concrète des startups, peut-être une remise un peu des pendules à l'heure. Et est-ce que cette situation, qui est une situation de crise, on ne va pas gâcher une bonne crise, est-ce que cette situation, elle va remettre le focus sur la valeur créée par les entreprises, la valeur économique évidemment, peut-être aussi la valeur sociétale, et à leur permettre aussi de regarder et que les investisseurs se tournent vers le besoin finalement auquel elles répondent vraiment, et donc se repositionner sur leur réelle réponse aux besoins plutôt que des fois des espoirs d'hypercroissance qui peuvent être déçus. Et donc pour cela on a une chance inouïe ce soir de pouvoir en parler, en débattre vraiment. Donc l'idée c'est d'en débattre avec des super speakers qui ont accepté de venir échanger avec nous pour un débat vraiment sans langue de bois. L'idée c'est qu'on est aussi là pour poser les vrais enjeux, et puis un débat aussi avec vous. Donc vous allez pouvoir tout au long du débat poser vos questions, et donc pour commencer on va vous poser une question assez simple. Donc vous pouvez utiliser le QR code très simplement et répondre très très facilement à cette question, et comme ça vous serez connecté à cette application très rapide qui va vous permettre au fur et à mesure de répondre aux questions, de poser des questions tout au long du débat. Donc l'idée c'est vraiment que vous puissiez poser des questions tout au long du débat, donc ne vous limitez pas à la dernière minute, mais que vous puissiez commenter et interroger suivant les différents moments. Ah, je sens qu'on est tous connectés, donc c'est parfait. Alors, la pression monte sur nous. La pression monte. Donc je vais commencer par une question très personnelle en fait pour vous. Tout simplement là, aujourd'hui, dans la situation un peu de retournement et puis de crise qui est celle que les startups et que le milieu de la tech vit, comment vous, ça vous impacte personnellement, directement? Comment vous le voyez, vous le sentez, ou pas du tout? Je commence dans l'ordre par Clara. Vous m'entendez? Ouais. Non. C'est bon. Bonsoir à tous. Merci d'avoir organisé cet échange. Je pense que c'est on ne peut plus d'actualité, donc ravie d'y participer. Donc Clara, directrice de la mission French Tech. Déjà moi pour commencer, je vais peut-être dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais j'aime pas trop le mot crise.
je ne pense pas qu'on soit dans une crise du financement. Si on regarde un peu les chiffres, au 31 octobre 2022, donc il y a maintenant déjà quelques mois, on avait déjà levé, enfin moi je ne fais pas grand chose, des entreprises avaient déjà levé plus de fonds que sur l'intégralité de l'année dernière, l'année 2021 qui était déjà un record, donc plus de 12 milliards d'euros. Vous allez me dire oui, mais il y a eu des très grosses levées en début d'année. En fait, même si on les enlève, on est quand même au-dessus. Et le mois qui vient de s'écouler, le mois de novembre, est à 35% d'augmentation par rapport au mois de l'année précédente. Donc les chiffres sont plutôt bons, surtout quand on se dit qu'en Allemagne, le financement décroît de 35%, aux États-Unis de 45%. Pour une fois, je crois qu'on peut se réjouir et être assez fier de se dire notre écosystème, il va pas si mal. Il va pas si mal parce qu'on a des entrepreneurs qui sont toujours autant ambitieux, qui sont extrêmement agiles, qui ont compris, je pense, et c'est là où je te rejoins par contre, que les conditions du financement ont changé, qui savent s'y adapter, qui savent apporter de nouvelles propositions de valeur aux investisseurs et qui savent encore les attirer. Alors, je ne suis pas non plus complètement naïve, hein, je pense qu'on est quand même dans un moment de fragilité. C'est pas aussi simple qu'avant de lever, il suffit pas d'avoir un PowerPoint, une belle équipe et peut-être une idée. Les entreprises ont plus à prouver, mais je suis extrêmement convaincue par le fait qu'on a une énorme dynamique entrepreneuriale qui n'est pas prête de s'arrêter et qu'aujourd'hui les financeurs, qui eux ont les poches pleines, parce qu'ils ont tous beaucoup levé dans les années précédentes, aiment en tout cas plus que les voisins. Donc c'est plutôt une occasion de se réjouir. Super, merci. Antoine, toi, est-ce que dans ton quotidien, tu vois ce ralentissement, tu le constates ? Oui, donc Antoine, d'Investir et Plus. Nous, on est une structure d'investissement Impact First et Evergreen. On pourrait poser des questions si vous n'êtes pas familier avec ce vocable. On gère aussi un fonds qui s'appelle Mutuel Impact, financé par une soixantaine de mutuelles. Alors nous, oui, on l'a senti. Alors à deux niveaux, c'est puisque chez Investir et Plus, on est financé exclusivement par les entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, il faut qu'ils aient de l'argent. Et pour qu'ils aient de l'argent, souvent, il faut qu'ils aient revendu leur boîte. Or, sur les transactions, et ce n'est pas toujours des entrepreneurs de la tech. Et on a vu plutôt un ralentissement assez important sur les transactions de grande taille, de plus de 150 millions d'euros, les cessions en particulier, plutôt liées à la situation géopolitique. Donc on a des entrepreneurs qui disent « Ah super, c'est génial ce que vous faites, je vais mettre un ticket chez vous, et puis ah bah ouais, maintenant j'ai pas vendu ma boîte, donc non, dommage, plus tard. » Donc voilà, on a un peu moins d'argent qu'on aurait espéré, ça ne nous a pas empêché de faire des deals, heureusement, mais on en avait d'avance. Et sur les entreprises qu'on accompagne, donc on accompagne une trentaine d'entreprises, dont Murphy, Yuka, les alchimistes, historiquement Simplon et Loiseau. On a vu quand même un ralentissement, c'est-à-dire qu'au premier semestre, on avait 7 boîtes qui étaient en process, soit de cession, soit de levée. Il n'y en a que 2 qui sont allés au bout. Alors c'est peut-être... En fait, c'est peut-être un ratio normal, d'ailleurs, on pourra en parler après. Mais je pense quand même qu'il y a au moins une, peut-être 2, qui auraient réussi, parce qu'on a senti quand même, comme il y a une baisse des multiples, une baisse des valos, plutôt deuxième trimestre, les VC étaient un peu attentistes, à dire bah tiens, ça va continuer à baisser, donc il y a un peu moins de deals qui se sont faits, peut-être des très gros deals, hein, mais... Donc il y en a qui ont laissé un peu passer le train, et donc des opérations qui ne se sont pas faites, ou alors il y en a qui ont jugé que les valos étaient trop faibles pour pouvoir céder, quoi. Donc oui, on l'a senti. Ok, merci. Olivier. Merci. Donc effectivement, chez Rogerès, l'impact, alors au niveau personnel, alors je ne parle pas de ma situation, mais c'est ma boîte, effectivement, l'impact, on n'est pas en levée de fonds actuellement. On ne va pas parler de ce sujet-là. Ça fait effectivement plusieurs années qu'on est en autofinancement. On a un chiffre d'affaires avec des clients, etc. Donc, en revanche, il est vrai que quand j'ai lancé l'application, c'est une application qui permet aux personnes sur demande Internet de téléphoner et d'utiliser la reconnaissance vocale. Donc il y a des investissements inutiles pour la développer, la lancer, etc. Et là, c'est vrai que dans une situation actuelle aujourd'hui, si je m'étais projeté quelques années plus tard, ça aurait été plus difficile. Ça c'est un fait. Super, merci.
Frédéric. Oui, merci. Bonsoir. Donc Frédéric de France Digital et Blablacar et Captain Cause maintenant. Alors moi je trouve que c'est plutôt sain en fait. Je pense qu'il y avait eu quand même une accélération un petit peu hors sol, surtout en 2021, par rapport au levé. Donc de toute manière, quand on parle de rentabilité d'une société, on parle tout simplement de sa longévité. Donc c'est toujours bien quand même de se projeter long terme sur une activité, même quand elle démarre, de voir si c'est quelque chose qui peut voler ou pas, et qui peut s'équilibrer avec des rentrées d'argent qui viennent compenser les sorties. Donc dans tous les cas, c'est des bonnes discussions à avoir avec des investisseurs, y compris le premier jour, et je pense qu'il y a eu une certaine frénésie, y compris de pas mal d'investisseurs qui étaient rentrés dans un mode FOMO, où ils avaient peur de rater des deals, parfois même dans le domaine des cryptos et tout ça. Enfin, on l'a vu, il y a eu plein de comportements moutonniers avec des gens qui n'ont pas fait les due deals correctement, parce qu'ils avaient juste peur de rater des deals. Enfin, c'était parti un peu trop loin, quoi. Donc je pense que c'est un balancier qui revient, qui est plutôt sain. Voilà, je pense que pour les bons projets, il y a toujours moyen de trouver des financements. Pour les investisseurs qui cherchent, il y a toujours moyen de trouver des bons deals. Enfin, c'est toujours faisable, sauf qu'on est revenu un petit peu à quelque chose de plus raisonnable, sachant qu'on est quand même à une capacité et un niveau de financement qui sont au-dessus je sais pas, de même ce qu'on avait avant la pandémie. Enfin, on est toujours au-dessus. Donc, et puis alors si on compare à il y a 10 ans, enfin, on est 10 ou 20 fois au-dessus aussi. Donc il y a toujours du capital, mais bon, il y a eu un petit rééquilibrage là. Voilà, c'est plutôt ça. Du coup, ce que je comprends, c'est que par rapport aux objectifs, par exemple, que vous vous êtes posés et que le gouvernement a posés, c'est-à-dire sans licorne, 10 cotés en bourse, c'est ça? Il n'y a pas d'inquiétude et vous maintenez ces objectifs, ou voilà, on les réoriente un petit peu suivant la situation ou l'inflation. Exactement. $1 milliard, c'est $1 milliard d'ailleurs. Non, bien sûr, on les maintient. Je pense que c'est encore une fois ce qui a fait la force de la French Tech dans les dernières années, c'est d'avoir cette ambition et de ne pas rester finalement. Je déteste dire ça, mais c'est parfois un peu vrai, un peu français, à pas oser rêver. Je pense que quand le président de la République a annoncé l'objectif des 25 licornes en 2025, beaucoup se disaient « Ah ouais, enfin, on va voir quoi ». Finalement, il y en a 29 même aujourd'hui avec United en 2022. Donc on est bien en avance et je ne vois pas pourquoi cela ralentirait dans les prochaines années. Ensuite, on peut discuter de quels sont aujourd'hui les secteurs les plus porteurs, quelles sont aussi les différentes manières d'évaluer ces sociétés. Est-ce que la valorisation est la seule manière d'évaluer une société? Certainement pas. Mais cet objectif, qui a le mérite d'être quantifiable, est un objectif ambitieux mais complètement atteignable. Et quant à l'entrée en bourse, c'est sûr que ça reste encore un certain challenge pour notre écosystème, mais quelqu'un parlait, tu parlais très justement tout à l'heure du besoin des exits. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'entreprises qui ont levé beaucoup de fonds. Ces fonds vont devoir faire des exits parce que les fonds lèvent de l'argent auprès d'autres fonds. Donc à un moment, il faut qu'ils retournent leur argent. Si on n'arrive pas à créer les conditions de succès du marché de la bourse, c'est finalement tout un pan de sortie potentielle qu'on n'a pas ici en Europe. Et je pense qu'on n'a pas envie que toutes ces sociétés se retrouvent cotées au Nasdaq et du coup enrichissent les fonds de pension américains ou canadiens. J'ai rien contre les Américains et les Canadiens, mais si on peut contribuer à enrichir les fonds de pension français, je pense ou européens, je pense qu'on s'en porte tous mieux. Et du coup, vous Frédéric, vous avez levé du coup récemment pour une nouvelle entreprise, Captain Cause, on a compris. Est-ce que la manière aujourd'hui dont les investisseurs se comportent, ce qu'ils vous demandent, est-ce que c'est plus difficile, moins difficile, très différent de ce qui s'est passé quand vous avez levé pour la première, c'est-à-dire Blablacar, les levées initiales? Alors, globalement, il y a plusieurs choses. Alors déjà, je voulais juste mentionner une perception, un concept sur ce qu'on appelle licorne. Il faut se rappeler qu'une licorne, je ne suis pas un grand fan du mot parce que ça parle justement de valorisation, ça ne parle pas forcément de l'activité. C'est un petit peu comme si on parlait de l'ombre de la Tour Eiffel au lieu de parler de la Tour Eiffel. Ça dépend de l'heure du jour. La taille de l'ombre, elle n'est pas fixe.
la valorisation d'une boîte non plus, ça fluctue. Alors après, on dit on compte les licornes parce qu'il y a un moment, l'ombre elle faisait tant. Ah oui, très bien, puis après elle peut faire plus, elle peut faire moins. Mais bon, ça peut encore varier. Parce que en fait, la valorisation, c'est une prévision, enfin c'est une anticipation d'une valeur future, en fait, tout simplement, avec un ratio sur si ça vaut tant 2 fois plus qu'aujourd'hui dans le futur, alors ça vaut tant aujourd'hui. Enfin, c'est un peu un calcul de toute manière sur une prévision qu'on ne maîtrise pas. Alors pour ce qui est de levée, je pense que dans tous les cas, les premières levées, moi je trouve, sont souvent les plus dures. Les toutes premières, pourquoi? Parce que généralement, on est en train d'imaginer, de vendre, on va dire, quelque chose qui n'existe pas du tout et sur lequel on n'a pas de données. Donc c'est le plus dur, parce qu'après, quand on lève en série à partir de, on va dire, B, C, à partir de série C ou D, ça devient juste des maths, quoi. Ça devient beaucoup plus simple, en fait, beaucoup plus articulé, parce qu'on a déjà des tableaux et des tableaux de données qui prouvent que le truc il marche, il a une certaine croissance, on calcule. Alors qu'au tout début, on doit faire en sorte que son interlocuteur se projette dans l'usage qu'on imagine, qui est souvent très novateur. Donner une vision qui quand même va très loin, quand en fait on sait très bien que de toute manière pour progresser il va y avoir beaucoup d'itérations, et puis avant de trouver son product market fit, ça peut être compliqué et il peut falloir tourner à gauche, tourner à droite, enfin voilà, il faut être un peu obstiné et persévérant et être capable quand il y a une montagne de passer à droite, à gauche, en dessous, au-dessus, mais pas forcément essayer de prendre un chemin. Et donc dans tous les cas les premières levées sont plus dures. Alors maintenant à comparer, moi quand j'ai fait c'est pour ça que je veux dire qu'il faut comparer les choses comparables. C'est-à-dire que c'était plus simple pour nous de lever des séries C et des séries D sur le Blackar que de lever un seed ou un série A sur Captain Cause. Par contre, c'était 10 fois plus dur de lever un seed ou un série A sur Blablacar que ça l'a été pour Captain Cause. Mais c'est aussi parce que l'écosystème a changé lui-même. Il y a plus il y a quand même des entrepreneurs qui sont beaucoup plus habitués aussi à prendre des paris. Et quand on est au tout début, pour les investisseurs, c'est une forme de pari. C'est-à-dire qu'ils misent sur des sociétés sur lesquelles ils vont pouvoir faire un multiple qui va plutôt ressembler à du x50, x100 ou x500 que faire du x3, x4. Quand vous arrivez sur des investissements de type série C, D, E, les investisseurs ils s'attendent à faire, on va dire, entre x3 et x20. Et ils ne s'attendent pas à faire un x50 ou x100. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils mettent plus d'argent, mais qui est moins à risque normalement. Et au début, on met moins d'argent, mais plus à risque. Enfin, c'est toute la notion de risk-reward qui est en fonction du stade de développement de la société. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne donne pas une réponse simple et unique à la question, parce qu'il y a plein de paramètres dans une levée de fonds. Il y a beaucoup plus de fonds disponibles aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'investisseurs éduqués par rapport aux différentes phases d'investissement également. En revanche, c'est toujours dur de lever des fonds sur une boîte qui démarre. C'est très très dur parce qu'il faut tout prouver, il faut tout justifier alors qu'on manque de données. Et donc, par ailleurs, il y a quand même quelque chose qui manque toujours, je pense, alors même si ça vient un petit peu, et ça rejoint un peu le point d'Antoine, c'est que le capital ne tourne pas encore assez dans notre économie, notamment parce qu'en haut, ça aspire pas assez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de grosses boîtes qui savent en racheter d'autres et les faire se développer, pas les racheter pour les tuer par maladresse ou je pense pas par intention, c'est rarement par intention. Enfin, racheter une boîte, c'est très compliqué. Faire un M&A correct et gérer les post-merger integration quand il y a des différences de culture entre une start-up et une grosse boîte, c'est extrêmement complexe. En fait, il se trouve que nos grandes boîtes ne savent pas très bien faire ça. Je ne sais pas si vous connaissez ces chiffres-là, mais sur les GAFAM, en fait, à E5, sur les 10 dernières années, ils ont acheté plus de 1000 boîtes. C'est-à-dire qu'on pense que les GAFAM, c'est une boîte ou quoi. Non, ils ont acheté chacun à peu près 200 boîtes sur les 10 dernières années. Et Google n'a pas fait Android, Google n'a pas fait Google Photos, Google n'a pas fait Waze, Google n'a pas fait Facebook n'a pas fait Instagram, Facebook n'a pas fait WhatsApp, Facebook, ils ont racheté. Et donc ils savent très très bien racheter et en plus faire grandir. Donc eux ils savent faire ça. Nos boîtes ont un peu plus de mal à faire ça, nos géants. Et c'est dommage parce que c'est une bouffée d'air pour tout l'écosystème tech quand les grands savent racheter et faire fructifier les petits.
en les amenant dans leur giron et en leur donnant quelque part accès à beaucoup plus de marchés. Et puis alors après, il y a l'autre problème qui là est probablement presque encore plus dur à résoudre. Enfin, en tout cas, ça fait plusieurs années qu'on sait qu'il faut le résoudre et on n'y arrive pas. C'est qu'on n'a pas de Nasdaq européen, donc en fait, nos boîtes, elles ne respirent pas bien. Enfin, elles ne sortent pas en IPO facile. Chaque IPO est quand même assez douloureuse. On n'a pas beaucoup de volume. C'est pas vraiment totalement européen. Quand on veut acheter des actions sur une boîte européenne, on ne sait pas trop sur quel marché aller. En fait, c'est même pas unifié. Donc, il y a, sur la chaîne de financement, ce qui nous manque, je trouve, moi, c'est plutôt en haut l'aspirateur, soit par des boîtes en rachat, soit par des IPO réussis sur un stock market qui ressemblerait à un truc vraiment européen. Ok, merci. Alors, du coup, je disais tout à l'heure, peut-être effectivement, et puis tu disais aussi, Frédéric, peut-être que le moment un peu de ralentissement, c'est juste un moment où on est un petit peu plus raisonnable. Peut-être aussi qu'on s'intéresse à la valeur un peu plus réelle, donc des entreprises, leur valeur économique, peut-être aussi leur valeur sociétale. Donc du coup, je me tourne vers Antoine. On a 46% des startups classiques qui lèvent des fonds, 19% des startups impact. C'est quand même plus dur de fait pour une startup impact, plus compliqué. Est-ce que tu as l'impression que là, ce qui se passe est sur l'exigence peut-être plus renforcée de rentabilité, et puis aussi la question de la valeur réelle et de la manière dont les entreprises répondent à des besoins réels? Est-ce que tu penses qu'on peut aller, que c'est un moment aussi qui peut être un rééquilibrage pour les startups Tech for Good? Oui. Et je vais élaborer. Déjà, il y a quand même le récit dominant et le modèle souhaitable, en tout cas vendu comme tel, c'est la trajectoire de boîtes comme Blablacar et en effet ce qu'achètent les investisseurs, c'est-à-dire la perspective de faire x20, x50, x100. Là, je parle du early stage, de seed, voire série A. Donc, avec des boîtes qui vont être en hyper croissance, qui ont une grosse taille de marché, qui vont cramer de l'argent de manière assez importante au début, ce qui d'ailleurs génère des événements de liquidité pour les investisseurs successifs. Donc on va faire série A, série B, série C. En effet, quand ils ont plein de chiffres, c'est plus facile. Et c'est ça qui va faire la performance des fonds d'investissement. Donc quand même, une grosse partie du modèle économique du financement est assis sur ces quelques boîtes, et donc j'y viens. C'est que même si c'est le discours dominant, c'est pas la réalité du marché. Du marché en nombre de boîtes, peut-être en taille de montant levé, mais qui se concentre sur un très petit nombre de boîtes. Il y a quelqu'un qui avait sorti une étude à partir qui s'est tapé sur Dealroom, qui disait que une fois que tu as levé en C, tu as 0,5% de chance de lever en série A. Alors c'est peut-être 1 ou c'est peut-être 5%, enfin bon, c'est pas beaucoup de chance en tout cas, qu'il y aurait moins de 50 séries A par an. Et tu as des milliers de boîtes qui se sont créées et qui même font une première levée, comme c'était le cas de Roger Boyce. Et donc qu'est-ce qui se passe pour les autres? Il y en a qui meurent, bon, ok. Il y en a qui continuent à vivre, et qui sont rentables, il y en a qui se font racheter. Sauf que peut-être pour un certain nombre d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles, ils vivent ça comme un échec. Or, quand on est en entrepreneur d'impact, ce qu'on cherche, c'est avoir de l'impact sur la durée. Enfin, quand on crée une boîte aussi, mais on veut créer, on ne faut pas forcément faire un coup pour 2 ans ou 5 ans, quoi. Mais on veut créer une boîte qui va être rentable. Mais c'est d'autant plus important quand on a un projet, qu'on veut résoudre un problème de société, et qui est un projet qui est plus grand que son aventure entrepreneuriale personnelle. Donc, ce que je pressens, mais je ne sais pas s'il y a énormément d'études sur le sujet, d'ailleurs, je ne sais pas si le faire s'en est emparé, mais on a quand même des trajectoires de développement dans les boîtes à impact qui sont plus prudentes. En tout cas, nous, ce qu'on constate dans nos portefeuilles, ce que je vois un peu dans les portefeuilles de mes confrères, c'est qu'on a sans doute moins de casse, moins de boîtes qui vont devenir énormes, plus des sorties, quand il y a des sorties, en effet, 3 x 2 x 3 x 4 x 5, mais pas x 10 x 20. Ce qui au final on arrive à une performance
pour les fonds qui va être honorable, en tout cas peut-être en ligne avec certains, peut-être pas les meilleurs, mais il faut voir. Et donc, on a quand même, là, la correction qui s'est effectuée, je pense que va dans le bon sens, puisque peut-être que les investisseurs vont dire ah ben ok, maintenant peut-être que c'est intéressant d'avoir un ventre mou entre guillemets où je vais peut-être j'ai peut-être pas la perspective de faire x100, donc mais je vais peut-être aller sur une boîte plus prudente en plus qui c'est à la mode et tout, qui fait de l'impact, qui est peut-être sur une taille de marché plus petite, mais avec des gens plus prudents, qui vont être vraiment résilients, qui vont pas forcément brûler comme des fous. Je sais que je pourrais sans doute sortir dans des conditions correctes, quoi. Donc le décalage entre le discours dominant de l'hypercroissance, donc en effet, qui ne concerne que quelques boîtes, et la masse des boîtes normales, dont une bonne partie des sociétés à impact font partie, ça se rééquilibre. Et donc plutôt le différentiel de vision entre les deux, les boîtes VC compatibles historiquement dans le sens old school du terme, et les boîtes normales, et notamment les boîtes à impact, mais qui ont besoin de lever, ça se rééquilibre. Donc je pense que c'est plutôt bienvenu. C'est un peu la fin du délire, et un peu la fin, enfin en tout cas j'espère le début de la fin du jeu de dupes. Voilà. Merci. Alors du coup je me tourne vers Olivier. Il y a de plus en plus d'entreprises et d'entrepreneurs à impact qui renoncent aux levées de fonds et qui veulent parier sur leur rentabilité aussi pour être autonomes, souverains, on va dire, chez eux, pour pouvoir se développer en pariant sur eux-mêmes et sur une certaine autonomie de gestion. Et du coup, dans ce choix qui peut être parfois cornélien, lever de fonds ou aller vers la rentabilité et se suffire à soi-même, vous, qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? Je ne mettrai pas la question exactement comme ça, puisque je pense que les deux sont valables. N'étant pas un expert du sujet, n'ayant pas le recul des personnes ici, par contre, je peux témoigner de mon expérience. En lançant ces projets, il me fallait des fonds, effectivement. Créer une application, ça demande de l'argent, du développement, des freelances, etc. Donc, moi, j'ai commencé avec une campagne de financement crowdfunding sur Kickstarter. Ça, c'était en 2014. C'était pas encore en France, Kickstarter. J'ai dû ouvrir un compte en banque aux États-Unis pour le faire. Et effectivement, ça a été la preuve que le produit avait un fait avec le market, que tout le monde les anglicismes, et qu'il y avait des gens qui ont entendu le projet, qui voulaient soutenir, que je pouvais envisager de le développer plus loin. Effectivement, avec l'argent de la campagne de financement, j'ai doublé mon objectif de 20 000 à 40 000. J'ai eu un prêt bancaire, donc ça c'était mon premier financement. Le deuxième financement que j'ai eu, c'est à travers la plateforme Lita.co. Et effectivement, là, ça m'a permis de toucher à des business angels et des clubs de business angels également. Donc, j'avais femmes business angels des grandes écoles, etc. Donc, aujourd'hui, on compte 96 business angels et un fonds d'investissement. Je voulais lever beaucoup plus que mon levée de fonds initial. Donc, j'ai levé 550 000 euros. La première année, c'était en 2016. Pour moi, c'était une réussite. C'était assez important en 2016 pour que les gens mettent dans la une des journaux. Une tarte à lever 550 000 euros. Bon, aujourd'hui, on ne le fait plus. Mais donc, à l'époque, c'était quand même une belle réussite. Mais ça m'a pris un an. Ça m'a pris un an. C'est ce que Frédéric disait. Les débuts, c'est très difficile de convaincre les investisseurs. On part d'une part. On n'a pas de chiffres à montrer. On n'a pas d'expérience à montrer. Donc, on n'est pas grand monde. Donc, c'était l'eau. J'ai mis un an. La deuxième année, j'avais encore besoin d'argent. Ce qui se passait, c'est que la deuxième année, il y a eu un changement. Il y a eu une réglementation en France qui fait que les grandes entreprises devraient se rendre conformes à l'accessibilité téléphonique. Donc avec cette réglementation, j'y suis allé voir le business angel, il y a une opportunité, on va remettre. Je fais une deuxième levée de fonds pour le même montant. La moitié des business angels de l'année précédente ont réinvesti. Ça m'a pris 6 mois. Bon, c'est déjà mieux. J'avais gagné un peu la confiance de mes investisseurs. La troisième année, je remporte un appel d'offres avec les opérateurs français, Orange, Bouygues, SFR. Je vais voir mes investisseurs, j'ai vraiment besoin d'argent là pour aller encore plus vite.
Là, en un mois, je lave avec l'ensemble les fonds proviennent entièrement des business angels actuels et je lave ça en un mois. Exactement ce qui se passe, c'est qu'avec la confiance, le temps, etc., les séries A, ou les séries B, ou CUD, c'est de lever un financement participatif avec une communauté de business angels bienveillants et un fonds d'investissement qui s'appelle les INCO, qui a levé avec nous. C'est ça qui m'a permis, donc c'est de 2016 à 2018. Mais depuis, je n'ai pas fait de levée de fonds. Ça y est, on est lancé, on a un chiffre d'affaires, on a fait des recrutements, du développement, etc. Et c'est ça sur la base du chiffre d'affaires qu'on génère. Et c'est le cas depuis. Effectivement, je me suis posé la question, est-ce que je veux aller plus loin, plus fort et plus vite? Et oui, et moi je ne suis pas contre faire une levée de fonds pour aller plus vite et plus loin. Parce que je sais que ma mission, elle ne s'arrête pas juste dans le périmètre où je suis actuellement. Je vais faire ça en touchant davantage les Français. La vérité est qu'aujourd'hui, on peut traverser la France, on va pas rencontrer des gens qui disent « Ah oui, je sais ce que c'est, les sous-titres au téléphone. » Mais qui connaît ça en France? J'ai encore du travail à faire. Aller plus loin, plus vite. Et je pense qu'ici, dans d'autres pays, c'est le cas. Il y a encore des pays où on peut se développer. Et donc, pour moi, c'est important qu'on sache à quoi sert notre levée de fonds, l'impact que ça va avoir, et que l'investisseur soit en cohérence avec ça. Ça aurait été très facile pour moi de dire bon ben je vais faire la traduction en multilangue, je vais faire des voicemails, etc., etc. Je peux me diversifier, aller dans plein de directions. J'aurais perdu un peu le sens. Et aussi l'engagement que je m'étais fait auprès de mes utilisateurs et auprès des personnes qui ont investi chez moi. J'aurais pu également faire une sortie en disant bon ben c'est fini, cash out. J'avais deux occasions où effectivement on m'a proposé un rachat de la boîte. Bon, ça n'était pas concrétisé, mais je n'étais pas non plus tellement convaincu par l'objectif de sa sortie. Et c'est un peu la question que je me pose. Est-ce que quand une personne qui a une mission, qui veut développer quelque chose sur le terrain, quand il sort, est-ce que c'est la fin de sa mission? Et pourquoi est-ce qu'un fonds à impact, dans sa finalité, va dire il faut que vous sortez, monsieur? Mais ça retourne la question du fonds d'investissement à impact du moi, ma finalité, c'est que vous sortez. Mais est-ce que ça veut dire que la finalité, c'est que l'entrepreneur à impact également n'a plus son rôle? Et on peut reprendre dans sa direction. Quelle croissance peut aller vers quel but? Teasing sur un prochain événement sur les exits à impact à venir. C'est le prochain. Merci beaucoup à Eva qui nous a rejoint, qui avait été un peu retenue par Christophe Béchu. Donc voilà, désolée. Du coup, la deuxième question qu'on va pouvoir poser, c'est finalement, on a un écosystème qui est plus raisonnable, qui s'articule sur la rentabilité. On a aussi des indicateurs extra-financiers, on va dire, d'impact social, d'impact environnemental qui se diffusent et une exigence des financeurs qui devient de plus en plus forte sur cet enjeu. Et donc, est-ce que c'est finalement le succès définitif de la Tech for Good et toutes les startups vont devenir tranquillement Tech for Good pour arriver à articuler ces valeurs et répondre aux enjeux de leurs investisseurs? Alors du coup, sans transition, Eva. Sur la qualité de mon intervention. Ouais, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris, vous voyez les vélos en libre service, ok, et ils ne marchaient pas. Donc du coup, je viens de pédaler 25 minutes sans batterie avec un jump dans Paris à Opéra à cette heure-ci. Donc, vous m'excuserez d'avance parce que je porte la charge mentale de la dirigeante de mouvement. Oui, mais c'est dans tous les milieux. Alors, je dois me dupliquer. Alors. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée d'être en retard et d'être en eau. Crise du financement des startups et question de Caroline. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps, comme ça fait une petite intervention. Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement un mythe de la licorne verte. Je ne sais pas si ça a déjà été dit par les gens à côté, peut-être. Qui viserait à dire qu'on pourrait effectivement reproduire les modèles de start-up, l'efficacité de développement, la capacité à changer d'échelle très largement, etc., aux entreprises à impact. À l'heure où aujourd'hui, l'enjeu justement, c'est d'arriver à développer une économie qui n'est plus hors sol, qui est ancrée sur les territoires, qui s'intéresse
à la question des personnes qui sont minorisées, rendre accessibles notamment les technologies, accompagner de la sobriété, accompagner le développement économique territorial. Et malheureusement, en fait, le fait qu'aujourd'hui on contribue à travers la Tech for Good, mais largement en fait à travers le modèle d'efficacité qu'on promeut, à ce mythe fait que aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'entreprises Tech for Good qui sont financées et développées très largement. Parce que pour pouvoir faire de la Tech for Good à grande échelle, au mieux, vous avez une solution type back market qui permet de répondre à un problème très identifié, d'avoir une marketplace qui se développe très largement. Au pire, vous avez, comme aujourd'hui, plus d'1 milliard d'euros investis dans les solutions SaaS pour l'efficacité énergétique de tout type de secteur, avec des super graphes et qui permettent de trouver la réponse à la transition des entreprises par la mise en place de solutions SaaS. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est que ça qui est financé par les fonds qui étaient dans des logiques de start-up, c'est-à-dire dans des logiques d'accélération, de passage à l'échelle, etc. Et très peu, finalement, sont des techs qui peuvent être effectivement avec des marchés beaucoup plus niches, qui nécessitent beaucoup plus d'investissement, etc. Très peu sont des entreprises, effectivement, qui s'intéressent à des dynamiques territoriales, parce que, pour être en levée de fonds, je vous le dis, des gros fonds de VC, etc., j'ai entendu des trucs du type vous êtes trop connecté à l'économie réelle pour qu'on puisse vous financer. C'est-à-dire, vous êtes trop exposé à la crise économique et à l'économie réelle. En fait, nous, on veut des choses qui sont beaucoup plus upscale, beaucoup plus externes. En fait, si on veut aujourd'hui participer à la transition, on est obligé d'être connecté à l'économie réelle. Et cette volonté totale de dématérialisation, on nous a même dit que vous recrutez trop, etc., mais ça fait partie de notre modèle, en fait, et la qualité de ce qu'on propose aujourd'hui. C'est-à-dire, si l'ITA, prenons mon modèle, si l'ITA devait devenir une entreprise financée par un fonds de VC aujourd'hui, elle devrait complètement dématérialiser l'analyse des deals qu'elle met sur la plateforme, donc elle aurait un taux de casse de 60% en finançant que des daubes, comme beaucoup de plateformes de lending qui sont toutes crachées. Elle n'aurait pas en fait des conseillers, des gens qui s'intéressent au profil des personnes qui veulent investir dans l'impact social, des gens aujourd'hui qui démocratisent la finance durable auprès de tous les particuliers, qui expliquent ce que c'est la finance durable, qui permettent de s'adapter à l'argent qu'ont les personnes et à leur capacité de prendre du risque ou pas, etc. Et on aurait en fait des types robo-advisors qui conseilleraient les individus sur la base d'informations extrêmement parcellaires, sans faire un travail de pédagogie. Et en fait, notre modèle d'impact, à ce niveau-là, il n'existe plus, en fait. Parce que ça décrédibilise complètement la solution et ça n'accompagne pas réellement la transition d'une filière. Donc je pense qu'effectivement, pour pouvoir réellement demain avoir des fonds qui sont capables de financer largement des réels tech for good, il faut abandonner ce mythe de la licorne verte, pour revenir à mon mot. Alors, sans transition, je laisse Clara répondre sur les licornes vertes. Je suis déçue parce que tu arrives au moment où je dois partir. Et je sens qu'on aurait eu un très très bon débat. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, j'aime pas trop en fait l'opposition. D'un côté, les méchants venture capitalistes et de l'autre côté, les startups qui vraiment font du good. Je pense qu'à chaque business model correspond un type de financement et qu'aujourd'hui, la réalité est que les fonds d'investissement, comme le disait très bien Fred tout à l'heure, qui sont spécialisés dans l'hypercroissance, prennent des paris qui font que le financement de leur propre fonds, et donc les retours qu'ils doivent donner à leur LPs, comme on dit, doit créer cette dynamique où la boîte est capable de faire x10, x20, x50, on en parlait tout à l'heure. Ceci étant dit, je pense qu'il y a énormément de fonds, et surtout aujourd'hui, qui ont compris qu'il y a des vraies boîtes tech for good, même si tu as l'air de ne pas les considérer comme telles, mais qui innovent sur des technologies réelles, concrètes, qui vont apporter les solutions dont on a besoin, je pense notamment au green tech, et qui sont extrêmement soutenus par cet écosystème d'investisseurs et dont je me réjouis grandement. Pour m'expliquer, aujourd'hui la green tech, on a dépassé on est quasiment aux 3 milliards d'euros levés pour la green tech. En 2022, c'était 1 milliard l'année dernière. On est le deuxième écosystème après les US, c'est énorme. Et c'est pas du financement que de plateformes qui, d'ailleurs, je pense, ont quand même un mérite d'exister. Quand aujourd'hui, grâce à Back Market, 20% des Français achètent leur téléphone portable d'occasion plutôt que de l'acheter neuf, je pense qu'on peut plutôt s'en réjouir. Mais c'est aussi des boîtes qui travaillent sur des nouvelles énergies, réélectrifient l'intégralité du territoire, ou des usines à Amiens où ils embauchent les gens qui ont été
virés précédemment pendant la désindustrialisation de notre pays et qui sont réembauchés par des boîtes comme Insect qui font de la protéine à base d'insectes. Donc c'est aussi tout ça, les boîtes de la tech. Et je pense qu'à trop opposer le tech for good et les startups, finalement, on perd de vue qu'il y a une énorme classe d'entrepreneurs qui sont dans le concret, qui sont dans le réel. Il y a une startup sur 2 qui est fondée en dehors de Paris. Alors certes, aujourd'hui, elles ne sont pas toutes aussi bien financées que toutes celles que je viens de vous citer, mais de plus en plus, et surtout dans le monde actuel, je pense qu'il y a une pression qui vient des consommateurs, des investisseurs, eux-mêmes d'ailleurs, parce qu'ils ont des devoirs en termes de régulation de s'intéresser à ces sujets, des employés qui font qu'il y a une opportunité énorme pour ces boîtes qui travaillent sur des technologies tech for good, et c'est qu'une bonne chose. Donc je ne vois pas les choses aussi noires que tu le vois. Cette paquette était un bon exemple là, pour moi. Ah, ok. Oui, mais ils sont tellement minoritaires, c'était juste ça. Et malheureusement, je dois filer. Ah là là, c'est Non, ils sont pas si minoritaires que ça. On peut en citer quand même pas mal. J'aurais pu citer Blablacar, mais je te laissais. Phoenix, Blablacar, Too Good To Go, Back Market, Recommerce. On en a des vestiaires collectives, on en a des assez grosses quand même, qui sont un petit peu dans ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est souvent par rapport à du circulaire, c'est-à-dire par rapport à de l'optimisation. Tu viens de dire que l'ombre de Préfet, c'est pas le Préfet, et là tu dis que c'est le gros. Mais qu'est-ce que ça veut dire le gros? Pour Blablacar, je sais, il y a 100 millions de personnes qui utilisent, donc on est dans 22 pays, oui, il y a 100 millions de personnes qui utilisent, on fait 1 600 000 tonnes de CO2 d'économie. Je parle pas de Blablacar, je parle de Phoenix par exemple. Phoenix est petit, Too Good To Go est plus gros. Too Good To Go aussi, c'est quoi le chiffre d'affaires? C'est quoi la marge qu'il y a dessus? Écoute, je connais pas tous les chiffres. Non, mais même si je connaissais, je les diffuserais pas. C'est comme ça qu'il faudrait. Mais non, mais d'accord, c'est quand même des centaines de collaborateurs. C'est une boîte qui a levé beaucoup d'argent, ça s'est pas forcément vu, mais qui est étendue dans beaucoup de pays. Il y a 15 millions de Français qui l'utilisent. Enfin, je veux dire, faut quand même regarder le truc, quoi. Enfin, c'est pas petit. 15 millions de Français. Oui. Ce que monsieur, je pense, veut dire, là, on est en train d'assister à quoi? Je pense qu'en fait, le problème, c'est que je pense qu'on considère beaucoup que c'est très marginalisé. Et c'est vrai, et pour connaître beaucoup d'entrepreneurs que vous avez cités aussi, ça a été très compliqué pour certains de lever. Et si on regarde leur tour de table, ce ne sont pas des fonds de VC. Donc c'est beaucoup d'institutionnels, moi je suis dans ce cas-là aussi, c'est plutôt des institutionnels qui sont en train d'investir plutôt sur le long terme, parce que ces modèles-là qu'on a très ancrés, donc Phoenix, je trouve que c'est un bon exemple. Too Good To Go, c'est encore un peu différent, à mon sens, parce que ça reste de la plateforme SaaS en fait. Et Insect, c'est vraiment, je suis désolée, mais Insect, c'est un cas unique. Un cas dans l'industrie innovative. Il y a eu énormément de difficultés quand même. Je veux dire, en fait, attention à ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'exemple. C'est-à-dire, les exemples, on peut en donner. C'est que malheureusement, ces pratiques-là ne sont pas généralisées. Si vous regardez ce qu'il lève aujourd'hui, si on parle en proportion, parce que vous voyez, c'est comme quand on dit à une grande banque vous faites du mauvais investissement, vous faites des investissements bruns, et elle vous cite les 0,1% qu'elle fait durable. On trouve que c'est du greenwashing. Eh bien, aujourd'hui, je vous invite à regarder les portefeuilles des fonds de venture capital aujourd'hui, et vous vous rendrez compte, parce qu'on a fait le taf, que c'est moins de réellement 4 à 3% qui correspond réellement aux convictions, à ce que vous présentez comme étant une bonne tech for good. Parce que ce que vous présentez, c'est de la bonne tech for good. Voilà. Vraiment. C'est ça, c'est qu'il faut que ça généralise. 3 milliards sur 12, c'est quand même 20%. 3 milliards. 3 milliards pour la Green Tech cette année. On a des tickets de taille de 200 millions pour Electra, LW Storm, qui sont des boîtes industrielles qui vont créer... Je ne dis pas que tout est rose, hein. Je ne dis pas que c'est trop facile et que tout le monde devrait lever des fonds. Je pense qu'il ne faut juste pas trop caricaturer le débat, et qu'il y a aujourd'hui des opportunités, et heureusement pour les entrepreneurs, de réindustrialiser, de travailler sur ces nouvelles technologies, de travailler sur les nouvelles énergies. Enfin, tout ça aujourd'hui, je pense, d'autant plus cette année, est beaucoup plus attractif pour les VC que ça n'a pu l'être auparavant, parce que on voit tout l'écosystème, et on en a parlé avant que tu arrives, de la surchauffe qu'il y a pu y avoir sur certains types de business models purement digitaux. Mais il y a aujourd'hui un autre type d'entrepreneurs avec d'autres types de business models qui certes ont des difficultés, parce qu'on en revient à c'est un beaucoup plus gros pari de financer Insect qui, après, je crois qu'ils ont déjà 7 ans, n'a pas 1 euro de revenus. C'est la réalité. Donc c'est là aussi où, là je vais faire ma pub, mais l'État intervient avec des plans comme France 2030 qui vont financer 30 milliards d'euros dans ce type de technologie. Mais je pense qu'on voit les VC changer de perspective là-dessus. Pas assez vite, pas assez fort. Mais il y a une vraie opportunité de montrer qu'on peut créer ces solutions.
ici en France. Oui, de toute manière, il n'y a pas que les VC, en effet. Il y a d'autres organes, heureusement, il y a l'État. BPI pourrait jouer d'ailleurs un rôle plus important en tant que LP dans les VC, pour le coup, à être plus volontariste. Après, je pense sur le green, sur l'environnement, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir des trajectoires de boîtes qui sont cohérentes avec les autres en termes de perspectives de rendement financier, en tout cas. Sur le social, c'est plus dur quand on s'intéresse à des problématiques qui concernent moins de monde. Il y a moins une taille de marché plus petite. Et parfois, il faut de l'industriel aussi, hein, si on veut faire de l'adaptation du poste de travail. Pour les personnes en situation de handicap et tout, ouais, mais c'est super, c'est compliqué, c'est cher et t'as pas un gros marché. Donc là, c'est plus dur à financer, pourtant c'est nécessaire. Donc il y a ça. Après, donc ta question, Caroline, c'était aussi est-ce que toutes les boîtes vont être tech for good? Alors moi, je pense que non. D'ailleurs, c'est impossible. Par contre, il faut qu'elles soient toutes tech with good. Il faut que quand dans leur action, elles aient l'envie de maximiser, de réduire leurs externalités négatives, ça, au moins, donc leur empreinte carbone, améliorer leur inclusion, etc., et d'augmenter leurs externalités positives, même si c'est pas au centre de leur business model. Mais en tout cas, chaque boîte peut contribuer positivement au bien commun. Donc ça oui, et ça c'est un mouvement, je pense que France Digital accompagne de manière assez importante, je pense que la French Tech aussi, donc ça c'est super. Après, là où il faut être prudent, c'est que c'est pas parce que tu essaies de bien faire les choses que tu es une tech for good, quoi. Et donc là, on va être aussi un peu le gardien du temple au mouvement Impact France et Tech for Good France, parce que sinon ça va être n'importe quoi. Et l'argent, justement, risque d'être fléché sur des projets, parce que c'est sexy, hein, sur des projets qui sont pas ceux qui en ont le plus besoin, en fait, pour résoudre ces problèmes de société. Donc c'est aussi une exigence collective qu'on doit s'appliquer. Je pense qu'il y a une chose aussi à considérer par rapport à toutes ces boîtes-là, c'est que toutes n'ont pas forcément ni vocation ni ne doivent avoir un objectif uniquement impact by design, enfin j'ai envie de dire. Des boîtes qui ont une finalité d'aller optimiser le monde physique, alors par exemple sur toute l'économie circulaire, on peut prendre ces exemples-là, elles vont pouvoir avoir un impact positif en évitant beaucoup de gâchis, en évitant beaucoup de choses, en mettant des systèmes de place de marché sur des gâchis organisés ou surtout mal organisés, et donc du coup amener du positif dans leur finalité. En revanche, les outils qui sont utilisés par ces sociétés-là sont développés par d'autres sociétés qui, elles, n'ont pas forcément cette finalité-là, et c'est OK. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent bien construire quand même les technologies sur lesquelles les autres se basent pour aller construire autre chose. Donc on ne peut pas non plus avoir que des boîtes dont la finalité est de faire de l'optimisation de tout, parce que sinon il n'y a plus personne qui va aller faire des chaises. Enfin, je prends cet exemple-là parce que si on prend malheureusement le constructeur de chaises là, on va se dire ouais, alors lui son impact, voilà, il y a du métal, il y a je sais pas quoi, tout un tas de matériaux, ça vient de je sais pas où. Bon c'est pas cool quoi pour lui, mais en fait les chaises ça nous sert à tout le monde et ça nous sert à faire autre chose. Donc c'est quand même bien qu'il y ait des gens qui fassent des chaises. C'est pas de la tech, hein, mais bon, enfin quoi que. Mais tu penses pas que si la chaise elle était faite en France, en bois et... Après on peut la faire mieux quand même, enfin ça restera un impact. C'est pas des gens qui vont pouvoir malheureusement faire baisser ils vont pas fabriquer une chaise en faisant baisser les émissions de CO2. Je sais pas comment ils vont faire, il y a un moment parce qu'il faut juste rien faire sinon. Mais je pense que c'est une dynamique qu'on voit aussi de plus en plus dans la French Tech et qui moi personnellement me réjouit et que je trouve importante, c'est que ça serait selon moi une erreur de se dire si on n'est pas une boîte design avec un impact, alors on fait un peu ce qu'on veut de notre coin, de la façon dont on veut. Je pense qu'on ne peut pas mettre toute la pression des changements extrêmement importants qui doivent arriver sur notre planète, notre société, le monde qui nous entoure, seulement aux boîtes à impact. Et ça c'est quelque chose qu'on porte à la mission French Tech. Alors vous allez me dire on commence très petit, mais il faut bien commencer quelque part. Cette année, pour la première fois, le Next 40 French Tech 120 sera obligé de réaliser un bilan carbone scope 1, 2, 3. Même les boîtes qui sont purement software, purement... on peut fabriquer des chaises avec du carbone capté. Merci. À ce moment-là,
Non, mais je pense que effectivement, c'est important et je pense que toute la tech aujourd'hui devrait, et en tout cas est poussée encore une fois par les clients, par les employés, par les investisseurs. C'est une bonne chose vers mieux comprendre l'impact qu'ils ont, qu'ils soient design à impact ou pas. Et ça serait selon moi une erreur de ne pas pousser dans ce sens-là. Voilà. Moi, je vais corroborer en disant plutôt que je pense justement que toutes les boîtes doivent être tech for good, sauf qu'il y aura des boîtes qui seront, disons, les NGOs de la tech, c'est-à-dire qui auront pour objectif de répondre vraiment à un problème non adressé, etc. Et dans le good, il y a effectivement 50 Shades of Good, entre guillemets, quoi. Donc, quelqu'un avait déjà fait la blague avant moi, je l'ai vu sur un rapport, je l'ai inventé comme ça. Il y a 50 Shades of Good dans le sens où il y aura toujours, effectivement, des entreprises qui seront les plus vertueuses, qui adresseront un problème, comme par exemple Roger Voice, typiquement, un problème non adressé par la tech traditionnelle, tu l'adresses, et en plus tu l'adresses mieux que les autres, parce que les technologies que tu utilises sont les meilleures, parce que d'un point de vue de la manière dont tu rémunères, dont tu partages le capital dans la société, c'est bien fait, dont ta croissance est gérée, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde devra s'inspirer de Roger Voice dans la manière dont il fonctionne. Parce qu'on parle beaucoup du problème de la tech dans l'usage, et il est vrai que la tech, en termes d'usage, a accéléré les déboires quand même de la surconsommation d'hier. C'est-à-dire que sans la tech, jamais un modèle comme Shine ne pourrait exister. À un moment, il faut le dire aussi. Ça veut dire sans la capacité d'avoir des plateformes qui rendent accessible en 3 secondes et demie un truc, ça n'aurait pas existé. Donc la tech a une vraie responsabilité. Surtout que l'impact du numérique est encore assez faible. Mais si on projette à 2030, ça passe à 16% quand même de l'impact global en matière environnementale. Donc c'est énorme. Donc il y a une responsabilité et un rôle de la tech de ne pas être déjà à minima for bad, ça veut dire de ne pas autoriser justement un dépassement écologique, et surtout d'être des modèles qui sont plus vertueux encore que les entreprises traditionnelles dans la manière dont elles partagent la valeur. Et ça aujourd'hui c'est un vrai souci dans la tech, et toutes les entreprises, toutes les techs devraient être for good dans le sens là. Ça veut dire typiquement devraient militer à ce que, donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait d'ailleurs travailler au niveau avec France Digital, parce que c'est un vrai problème pour les dirigeants sur le partage de la valeur. Aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher de partager ces actions. C'est des usines à gaz qu'on nous fait monter. À chaque fois qu'on veut faire une décote pour les salariés, il y a la fiscaliste qui arrive. Vous risquez 3 milliards de redressement fiscal si vous faites ça. Donc en fait, c'est extrêmement anxiogène de travailler sur ces sujets aujourd'hui, alors que ça pourrait être largement facilité. D'ailleurs, Cédric O nous avait laissé, avant son départ, un petit texte hyper sympa qui est non applicable aujourd'hui, qui était la capacité, mais il faudrait d'ailleurs peut-être y retourner, et peut-être avec France Digital, ce serait intéressant qu'on y aille ensemble y retourner, parce que c'était un texte qui permettait d'offrir des BSPCE à une décote jusqu'à 3 à 4 ans avant l'émission, pour permettre justement aux salariés de valoriser en fait le travail qu'ils ont mis, l'énergie qu'ils ont mis au-delà de leur salaire, parce qu'on sait toutes et tous que les salariés en start-up ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, parce qu'on n'a pas nécessairement la capacité de rémunérer à la juste valeur le travail, l'investissement, l'innovation qui est mise au service du capital de ces entreprises-là. Donc, qui permettait du coup effectivement de faire cette décote, des BSPCE qui permettaient de faire cette décote. Et aujourd'hui, c'est un mécanisme qui est non applicable. Donc voilà, déjà, effectivement, avant de se dire est-ce que la finalité de la tech doit être good, déjà, il faut effectivement travailler à ce que toutes les techs ne soient pas for bad, et surtout soient les plus vertueuses sur tous les enjeux de partage de la valeur et d'impact énergétique et écologique. Et alors, je voulais juste revenir sur, effectivement, le rôle de la BPI, parce que Impact France, mais aussi France Digital, vous avez... a-vous fait une proposition pour que la BPI puisse être plus avant justement sur cette transformation de la tech vers le good. Donc le fait que la BPI demande de l'empreinte carbone et des plans d'action de réduction carbone pour toutes les entreprises financées, voilà, c'est quand même un engagement fort, surtout pour des réseaux qui représentent des entrepreneurs de la tech. Donc est-ce que vous pouvez juste en dire un mot et dire pourquoi ça me paraît important, et quel est le rôle du coup de la BPI aussi pour cette transformation et ce développement de la tech for good et la tech with good. J'allais dire que je vais... J'allais dire que je vais devoir vraiment vous quitter, mais sur les BSPCE, écris-moi après, on regardera sur le texte de Cédrico. Et sur la BPI, bien sûr, la BPI est un des plus grands financeurs de l'écosystème, et en direct et en fonds de fonds. Donc là on parle par exemple du green, mais il y a des choses qui ont été appliquées aussi sur l'enjeu social à la BPI par la loi Rixin, je ne sais pas si ça vous parle, sur les questions de parité.
et qui du coup sont aussi des questions Tech for Good. Merci. C'est le Merci. qui avait suggéré cet amendement dans la loi récente. Et bah du coup je vous laisse en parler et prendre les fleurs mais c'est des choses extrêmement importantes qu'aujourd'hui sont appliquées à la BPI parce que c'est un opérateur d'État, mais qui je pense et j'espère impulseront une dynamique dans tout l'écosystème parce qu'on parle beaucoup du green, mais on a d'autres enjeux sur lesquels il faut accélérer. La parité en est un assez clair. Je vous laisse là-dessus. Merci. Ouais, vas-y. Je voulais compléter avec un point. La question initiale a été est-ce qu'il y a un impact de la crise actuellement sur l'activité. Effectivement, quand on demande aux entrepreneurs la Tech for Good, si la crise a un impact sur eux, la réalité c'est que il y a beaucoup des entrepreneurs de la Tech for Good qui ont des relations avec les entreprises. Donc, on parle beaucoup de la chaîne inclusive. Ça, c'est un impact fort quand il y a des crises économiques, etc. On revoit un peu les critères de ce qui est important et ce qui n'est pas important. Malheureusement, il y a beaucoup de sujets où on dit « Ah, c'est bien qu'on va faire ça pour les personnes aveugles, on va faire ça pour... etc. etc. » Et toute cette mission, en fait, on va mettre un peu de côté maintenant, s'il vous plaît. On a deux priorités dans le budget dans une entreprise. Et ça pour moi, c'est un impact très fort. Donc on va parler de levée des fonds, on va parler, etc. Donc c'est pareil pour les levées des fonds. Effectivement, on va se focaliser sur ce qui a la plus grosse rentabilité actuellement, le plus gros retour sur investissement tout de suite, immédiatement. Donc dans le combat, on peut aller voir les cimetières de tous les entrepreneurs qui ne sont pas passés à travers ce filet, qui ont déjà eu des expériences très difficiles, qui n'ont pas réussi à faire ces levées de fonds, qui n'ont pas réussi à vendre à une entreprise, parce que les priorités ont changé. Dans sa situation actuellement, ça devient de plus en plus difficile. Et d'autant plus raison pour que les fonds qui ont peut-être une vision plus long terme s'impliquent dedans et disent je pense qu'il va falloir traverser cette passe. Vous n'avez peut-être pas les chiffres actuellement, mais on croit dans votre vision. On va traverser cette passe difficile maintenant. On va investir. Ça, pour moi, c'est un rôle très important maintenant dans le financement. C'est pareil par ailleurs pour les achats inclusifs. Oui, ça c'est vrai que c'est là où on peut voir la différence sans doute entre différents types d'investisseurs, sachant que la base c'est quand même le chiffre d'affaires, tu as raison, si les clients ne font pas confiance et n'ont pas envie d'investir, de payer des services à impact pour se transformer, c'est compliqué. Mais en tout cas sur la partie financement, on voit quand même des comportements assez différents suivant les types d'investisseurs. On a des investisseurs pour lesquels l'impact est important, comme nous, mais comme Fitrust, comme Inco, comme France Active, et qui, eux aussi, veulent que les boîtes réussissent et acceptent de remettre, de faire des bridges, même si c'est compliqué. Sous réserve qu'on a quand même un espoir que la boîte s'en sorte. Alors que dans le playbook du VC Tech, on va dire dans un certain nombre de VC Tech, je ne peux peut-être pas tous les mettre dans le même sac, c'est quand une boîte commence à vivoter ou ça commence à être difficile, on coupe tout, on s'en occupe plus, évidemment on ne refinance pas, parce que de toute manière on sait que c'est mort, et comme la perf qu'on a fait sur les boîtes qui surperforment, on ne s'occupe pas de celles qui vont pas bien, quoi. Et ça, c'est, à la limite, on peut même pas tellement leur en vouloir, mais c'est comme ça qu'ils ont même peut-être levé de l'argent auprès de leurs LPs. Et aussi, leurs objectifs de TRI sont là-dessus, ils n'ont peut-être pas d'objectifs extra-financiers importants. Donc si il y a des investisseurs, des entrepreneurs parmi vous, et des entrepreneurs d'impact, quand vous levez des fonds, faites bien votre due diligence sur les fonds, quoi, sur leurs objectifs, leur date de maturité, leur politique d'investissement, de réinvestissement, pourquoi ils font ça, parce que c'est aussi un tweet super sonné avec les gestionnaires de fonds. Et dans les fonds tech, il n'y a pas que des méchants, hein, heureusement. Loin de là. Enfin, moi, j'étais entrepreneur avant, j'ai eu des fonds impact et des fonds pas impact, et les fonds pas impact étaient au moins aussi gentils, entre guillemets, que les fonds impact.
Et du coup, par rapport à ta question, Caroline, donc effectivement, notre dada du moment, on parle des sujets de financement de levée de fonds, c'est que la BPI devienne la banque de la transition. Donc on essaie de soutenir un amendement, donc de la même manière qu'on a défendu cet amendement Rixin, la loi Rixin, on essaie de soutenir un amendement pour que la BPI conditionne l'ensemble du coup de ses investissements à l'alignement avec les accords de Paris d'ici à 2030, carbone, scope 1, scope 2, scope 3. Donc ça fait partie effectivement des amendements qu'on pousse, mais il va falloir aussi aller plus loin encore. Si on veut que la BPI devienne une banque de la transition, il faut que l'ensemble des investissements de BPI aujourd'hui, enfin BPI en fait, il faut juste aussi se demander à quoi elle sert cette banque. Cette banque, elle ne sert pas à être une banque commerciale traditionnelle. Elle a été créée à un moment où il y avait besoin d'investir massivement dans l'innovation parce que les banques commerciales traditionnelles ne faisaient pas de financement d'innovation, que le marché du venture capital français n'était pas structuré, etc. Maintenant que le marché est structuré, BPI, son rôle, ça ne devrait pas être d'être un financeur traditionnel. Ça va être encore, comme elle l'était à l'époque, de financer l'avenir. Et l'avenir, je ne sais pas qui pense que l'avenir n'est pas justement 1,5 degré ou que l'avenir ne devrait pas être plus responsable, etc. Et si jamais BPI, en plus, si on se projette dans un monde réel parfait, justement, dans lequel BPI devient une banque de la transition, bah, on aurait une banque qui peut s'adapter aux différents modèles d'impact. On arrêterait d'avoir ce discours, c'est quoi for good, c'est quoi pas for good. On aurait une banque qui pourrait faire de la green tech et faire de la perf, de l'hypercroissance, et qui ferait aussi des modèles, par exemple, qui ne sont pas du tout financés aujourd'hui, les modèles de data. Nous, je le vois sur Rift, ou chez vous, chez Yuka, voilà. C'est des modèles qui sont très très compliqués à financer, c'est des modèles B2C qui n'ont pas de modèle économique réel, dont l'impact doit être scalé, dont les investissements doivent être massifs, etc. Ben, on pourrait avoir des fonds spécialisés sur ces modèles-là, des modèles un peu plus justement industriels, les modèles de l'économie réelle, etc. Donc le but, c'est effectivement d'avoir une banque qui soit capable vraiment de financer cet avenir-là, et ce serait top de défendre ça avec les acteurs de la tech actuels qui ont tout intérêt à avoir l'avenir de cette manière-là. Du coup, Frédéric. En fait, qu'on veuille mettre beaucoup de moyens sur cette transition, c'est évident, mais il faut garder une rationalité dans tous les cas. Donc il ne s'agit pas non plus d'aller... Enfin, on retourne sur le sujet de tout à l'heure, sur le fait de la manière avec laquelle on peut financer des projets à différents stades de maturité. Donc quand on va vouloir aller financer des projets qui démarrent, il faut quand même qu'on ait la possibilité d'aller effectivement mesurer leur impact, et quand ils sont au tout début, c'est pas forcément facile. Donc de toute manière, je sais pas à quel stade de maturité tu vois la BPI intervenir sur la transition, mais en fait le problème c'est qu'après plus c'est tard, plus c'est des énormes montants. Alors la BPI a de l'argent, mais en fait c'est quand même très très grand. Alors il y a deux stratégies, enfin peut-être qu'il faut faire les deux en même temps. Soit on fait spray and pray, et puis à ce moment-là on investit sur beaucoup de projets qui nous semblent bien avec beaucoup de risques, soit on se met plus tard avec des projets qui ont déjà plus de prévisibilité, mais dans tous les cas on va avoir il va falloir que ces indicateurs-là soient développés. Donc je pense qu'il y a aussi de toute manière un gros travail à faire en parallèle des financements sur le développement d'indicateurs, parce qu'il y a une problématique, c'est qu'aujourd'hui le seul truc qu'on arrive à peu près à chiffrer, et encore je dis à peu près, c'est les émissions de CO2. Malheureusement on arrive plus à les chiffrer en termes d'émissions qu'en termes d'absorption. Et en fait, quand on regarde comment toutes les boîtes sont structurées, il y a sur les boîtes, on va dire entre 1 et parfois 6-7% de l'effectif qui est consacré à faire quoi, y compris sur les grosses boîtes, à compter les sous. En fait, les départements financiers. Pourtant, les sous, c'est pas compliqué à compter. Enfin, c'est des euros, c'est plus un. Enfin, bon, on ajoute un euro, on enlève un euro, c'est pas très compliqué de compter des euros en vrai. Je ne dénigre pas le travail des comptables et des financiers, mais grosso modo, c'est quand même un truc qui est facile à compter, quoi. Il y a des compteurs, tout est automatisé, bon, puis après, il faut juste retrouver ses petits, mais bon. C'est standardisé en plus. Et c'est standardisé, donc voilà, il y a plein de... Et il y a quand même un pourcentage de l'effectif qui est assez grand et qui est dédié à compter ça. Et quand on regarde aujourd'hui comment sont structurées les boîtes pour compter leur impact sur autre chose, il n'y a rien en fait. Au mieux, il y a un pauvre Chief Impact Officer qui se bat et qui n'a pas accès aux données. Donc je pense que indépendamment de se dire qu'on va aller financer ces choses-là, il y a un gros travail de structuration de tous les indicateurs justement de l'impact. Et on n'y est pas en fait encore. C'est-à-dire que
même, enfin, je vois nous, quand on a fait le travail chez Blablacar d'aller essayer de compter notre impact, justement, qui est positif, forcément, parce que pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre qu'il vaut mieux avoir plusieurs personnes par voiture que plusieurs voitures par personne. Enfin, j'ai entendu là, quoi. Tu vois, c'est quand même simple. Et puis en plus, nous, on s'attaque à quelque chose qui est extrêmement énergivore et polluant, qui est la voiture personnelle utilisée en autosolisme. Parce qu'en plus, on a appelé ça la voiture personnelle pour la retourner au fait que dès 1908, les voitures avaient 4 places. Moi, je pense que si Internet était né en 1908, on ferait du covoiturage depuis 1909. Hein. C'est complètement une hérésie d'avoir développé la voiture, qui est une tonne de ferraille, pour une seule personne. Je ne sais pas si vous connaissez cette stat qui est évidemment pas beaucoup diffusée, qui est qu'une voiture en autosolisme, donc avec seulement un conducteur à bord, elle consomme 96% de son énergie, qui plus est, qui est d'origine fossile, à déplacer une tonne de ferraille et à lutter contre le vent, quoi, enfin la résistance du vent, et à faire de l'effet Joule, et seulement 4% de l'énergie à transporter le corps humain. Et donc 96% de l'énergie qu'on émet dans l'atmosphère, en fait, c'est du gâchis. Donc nous, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre déjà 2, 3, 4 personnes par voiture, parce qu'à ce moment-là, on divise par 2, 3, 4 cet impact énergétique. Et donc, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est que comme l'énergie est chère et qu'en plus elle devient de plus en plus chère, eh ben, on a un levier au niveau des consommateurs qui vont vouloir diminuer leur facture, tout simplement en euros d'énergie, et donc, ce faisant, diminuer aussi l'impact environnemental. Donc et on arrive à le compter de cette manière-là parce que justement on est nous sur une optimisation de quelque chose qui coûte directement, qui est l'énergie, qui est quelque part un peu la matière première, on va dire, des voitures pour qu'elles se déplacent, enfin la matière première une fois qu'elles ont été produites, hein, parce qu'évidemment c'est fait avec autre chose. Et on n'a pas toujours le loisir malheureusement d'avoir une matière première qui est chiffrée, chiffrable, et dont le cours évolue. Et donc du coup, pour aller appliquer des mécanismes d'optimisation, de consommation de cette ressource-là, on n'a pas toujours les moyens de le faire, parce qu'on ne sait pas le compter, parce qu'en plus les matières premières, du coup, par définition, celui qui l'a extraite, elle est à lui, et puis on n'a même pas payé. Donc voilà, on remonte à encore autre chose, qui est qu'il faudrait qu'on arrive à, quelque part, mettre un prix sur les matières premières. Et pouvoir utiliser ce levier-là pour contrôler notre meilleure consommation, notre meilleure non-consommation parfois, ou meilleur usage tout simplement de cette ressource-là. Bref, donc le problème est large, on est bien conscient, mais je pense que dans tous les cas, on manque encore aujourd'hui d'indicateurs et d'experts staffés sur la manière de compter tous ces impacts-là, répartis dans toute l'économie, partout. Parce qu'aujourd'hui on est tous un petit peu aveugles, alors on compte le CO2. Alors nous chez Blablacar on a compté que grâce à Blablacar, alors c'est une étude sur 85 millions de trajets et puis des dizaines de milliers de répondants à des sondages pour venir compléter le factuel, hein. Mais on permet l'économie de 1 600 000 tonnes de CO2 par an. Alors c'est quoi 1 600 000 tonnes de CO2 ? C'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier de Paris, qui est à 1 300 000 tonnes de CO2. Alors après, à comparer à l'émission de la France, qui est 500 millions de tonnes, l'émission du monde, qui est 41 milliards de tonnes de CO2, on arrive nous quand même, après, en comparant aux émissions des voitures particulières, à faire une économie de 2,5% des émissions liées aux voitures particulières grâce à un Blablacar qui optimise un peu le réseau. Enfin, ça veut dire qu'il nous reste 97,5% à aller chercher. Et donc voilà, donc il y a aussi des changements d'usage à faire passer, et aussi beaucoup d'éducation, de sensibilisation et d'implication, parce que typiquement on parlait de la pollution du numérique tout à l'heure. Enfin, vous savez que 80% de l'impact c'est la création des hardware, quoi. Et que en fait il faut pas changer son téléphone portable, quoi, c'est tout. Il faut le garder 6, 8 ans, 10 ans, surtout qu'en plus ça fait 6 ans, 7 ans que ça n'a pas bougé, ça change plus, c'est pareil, c'est les mêmes, ils sont tous les mêmes là, maintenant. Donc moi le mien il a 5 ans et demi, mais il est un peu cassé parce que malheureusement parfois j'ai fait tomber, mais il marche encore et je le garde. Et moi j'ai envie de créer des... Je voulais faire ça à un moment, créer des stickers qui disaient je suis vieux, je suis fier. Je voulais le mettre sur mon téléphone, tu sais, avec l'âge, tous les ans, c'est juste un truc. Parce qu'en fait, faut
Bah ouais, on va lancer ça. On va mettre l'âge dessus. Il faut être fier d'avoir un âge qui monte sur son téléphone. T'as la honte quand t'as 6 mois. Et voilà, quand tu as 6 mois, tu dis à quel âge? Bah, je sais pas. Voilà, non mais il y a ça aussi, donc cette prise de conscience progressive. Alors c'est bien de les acheter en seconde main sur Mac Market, mais j'ai envie de dire c'est encore mieux de les garder aussi longtemps qu'on peut. Merci beaucoup pour ce débat très riche. Je vais prendre quelques questions. Si vous en avez encore, allez-y. Oui, il y a... Je vous invite à vous lever. Julien. Merci Frédéric pour la mesure d'impact, puisque c'est notre métier d'aider les fonds et les organisations à mieux mesurer et à chercher les bons indicateurs. Il y en a plein. Mais effectivement, il faut aller les chercher. Mais c'est pas toujours facile, mais bon, bref. Parenthèse fermée. Pour la petite pub. Et donc oui, la question en fait, c'est, je l'ai posté aussi sur la plateforme, c'est en gros, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de temporalité? C'est-à-dire que les investisseurs aujourd'hui, les VC, private equity, ils cherchent des rendements à un certain temps, et que quand on veut faire un sujet impact, même s'il y a un marché derrière et qu'il y a un business derrière, ce business va mettre un certain temps à décoller, qui n'est pas forcément le temps et les horizons de temps des VC, qui doivent avoir l'argent au bout de 5 ans ou de 8 ans, enfin... Et du coup, c'est pas un vrai sujet. Tu parlais d'Evergreen, tu parlais du modèle d'Investir Plus. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut transformer bien sûr, après, l'État peut nous aider aussi à fiscaliser un certain nombre de choses. Mais oui, nous, c'est pour ça qu'on s'est lancé avec une structure qui n'est pas une structure de fond. C'est-à-dire parce qu'on est conscient, comme je disais, que les changements de pratiques qui sont la clé de la résolution de gros problèmes ou la construction d'usines, ça prend du temps, quoi. Et ça prend pas 5-6 ans, quoi, ou 4 ans, encore moins. Ça prend 10-15 ans, et donc parfois il faut pouvoir rester, quoi. Et donc c'est aussi l'appel qu'on fait à la BPI, c'est-à-dire il faut que vous puissiez investir longtemps dans des structures d'investissement, quoi. Et on peut créer de la liquidité en haut qui n'impacte pas en bas, qui ne force pas la sortie. C'est possible techniquement, hein. Donc faisons-le, quoi. Et on a besoin d'acteurs structurants comme la BPI, la partie fond de la BPI, pour entraîner ce type de modèle, quoi. Alors la Caisse des dépôts, la Banque des territoires le fait en tant qu'investisseur, mais ils ne peuvent pas vraiment être lead sur les tours. Enfin, en tout cas, en early stage. Donc, ils sont contraints par les contraintes de leurs co-investisseurs, qui sont eux-mêmes contraints souvent par leurs LPs, et en particulier par BPI. Donc c'est un peu complètement ubuesque ce système, quoi. Parce qu'on ne résout pas, enfin ils ne peuvent pas techniquement résoudre les vrais problèmes qui prennent du temps à la trésorerie. Parce que vous l'avez dit, du coup, BPI refusait en fond de fonds les fonds ouverts. Non, parce que c'est même pas qu'ils préfèrent. Comment ? Pour l'instant. Pour l'instant, effectivement, pour l'instant, ils n'acceptent que en fond de fonds les fonds fermés, c'est-à-dire sur des périodes d'investissement à 5 ans et de closing à 10 ans. Et avec des objectifs de TRI qui sont market practice, donc voilà, avec toutes les clauses, tout le bordel qui prend vachement de temps, qui coûte cher et qui sert à rien, quoi. Et, du coup, voilà. L'essentiel de la place pour avoir les garanties BPI et au-delà même de la partie fonds de fonds, pour obtenir les garanties BPI et FEI, donc les 60%, il faut avoir un fonds fermé. Vous ne pouvez pas avoir un fonds ouvert ou un fonds evergreen. Donc aujourd'hui, toute la place fonctionne sur le mécanisme. Ça veut dire que chaque fonds qui met 1 euro attend à sortir 5 ans plus tard. Ce ne serait pas un problème si le cycle du financement fonctionnait. C'est-à-dire si les fonds de série A rachetaient le CID, si les fonds de série B rachetaient le série A, et s'il y avait des vrais fonds de croissance, ça n'existe pas aujourd'hui en France. Franchement, il y en a quelques-unes des opérations dans lesquelles les fonds de série B rachètent les séries A, mais c'est extrêmement rare. Ils veulent tous injecter tout le capital dans l'entreprise. C'est impossible, en fait, tout le monde reste. C'est juste que les fonds de CID doivent rester 15 ans, les fonds de série B 3, enfin bref. Donc il y a ce problème-là. Et le deuxième problème que nous, on a vu beaucoup pendant la levée et qu'on constate beaucoup avec les levées de nos boîtes, c'est que les entrepreneurs sociaux, ils sont tellement idéalistes quand ils présentent le truc au fond, qu'ils n'ont aucune envie de présenter un exit qui fait kiffer les fonds d'ici. Vraiment. Et ça, c'est un vrai problème. Et moi, j'ai entendu plein de fois des fonds me dire « il va pas me faire sortir, je le sens. Il veut pas. » Et même sa stratégie de renta, ça, c'est pas pour me faire sortir. Voilà, ils ont raison. Les entrepreneurs sociaux, ils sont moins motivés. Ah, pardon, hein ça, la hantise de certains fonds, c'est de rester collé, quoi. Ouais, avec une boîte qui est rentable et que le mec, le fondateur, il est tranquille, il a sa boîte. Même comment je sors, quoi, parce que moi, il faut que je rembourse mes LP, il me faut, et pour pouvoir lever le fonds, parce que je suis en fin de période d'investissement, donc il faut que je lève, donc il faut que je monte de la perf et de la liquidité. Sinon, j'ai plus mes management fees, donc je peux plus financer mon équipe. Et voilà, quoi, c'est la pyramide.
Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on a parlé plein de choses, donc on pourra finir au cocktail. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour... les super intervenants qui sont venus souvent en vélo dans le froid très vite. Merci à vous aussi d'avoir organisé cette conférence. Voilà, quoi à faire. Très rapidement, désolé, en 2 minutes, je vous parlais d'un projet européen tout à l'heure qu'on co-gère au niveau européen pour faire. Dans ce projet, la première étape, c'est une étude, un état des lieux de l'écosystème Tech for Good en France. Donc on a fait un mini questionnaire, il y a 3 questions. Donc je vous invite à flasher le QR code, répondre à ces questions. Et nous, ça nous donnera plein d'informations pour l'étude. Et aussi, on a parlé de financeurs à impact et tout ça. Il y a un petit guide au fond à gauche qu'on a publié pour faire, qui sont sur les financeurs à impact, avec notamment toute une liste et une due diligence pour les entrepreneurs. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Ça pour vous dire que les réseaux européens sont très intéressés par la Tech for Good française qui apparemment inspire les autres. Donc on va être gentils camarades et on va leur apprendre tout ce qu'on a déjà appris ces dernières années. Bon, merci beaucoup à tous. Merci.